Alors, je présente donc Viviane Huys en quelques mots pour me laisser la parole ensuite. Elle est historienne de l'art de formation, diplômée en philosophie du langage. Et c'est dans le cadre de sa thèse de doctorat qu'elle développe une approche sémiotique des phénomènes de l'art. Progressivement, ce sont les théories de l'énonciation et la perception qui fondent les axes principaux de ses recherches. Elle a enseigné à l'université de Grenoble de 2002 à 2009, date à laquelle elle fonde justement avec d'anciens étudiants et des doctorants l'Institut indisciplinaire. Elle intègre ensuite un institut médico-éducatif dont elle a encadré l'équipe pédagogique et où elle a mené un travail pluridisciplinaire de terrain, enseigné et accompagné des enfants autistes, des enfants présentant des handicaps psychiques avec troubles du langage et troubles cognitifs jusqu'en 2017. Alors, elle a publié Images et discours aux éditions de l'Harmattan. Elle a co-traduit avec Denis Vernant Les signes de Troie aux presses universitaires de Liège. Enseignement et handicap, défis et réponses d'un enseignement adapté aux presses universitaires de Grenoble, à paraître. Et donc avec Denis Vernant, les deux ouvrages qui vous ont déjà été présentés, L'indisciplinaire de l'art aux presses universitaires de France et le manuel d'histoire de l'art, théorie, méthode et outils aux éditions Armand Collin. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Lia, je suis ravie d'être parmi vous. Dès lors qu'il s'agit de parler d'indiscipline, je me sens particulièrement concernée, bien entendu, même si, bien évidemment, vous l'avez compris, nous ne sommes pas les seuls ici à Bordeaux, à Grenoble et ailleurs à faire de l'indiscipline. Vous allez voir qu'avec Aby Warburg notamment, mais Cassirer aussi, mais d'autres en parleront bien mieux que moi, on a de l'indiscipline déjà, il y a 150 ans et sans doute même encore bien avant. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est pour le coup moi d'être beaucoup plus concrète et matérialiste et vous montrer peut-être quelles sont les difficultés. Alors, même si Denis a évoqué certaines d'entre elles, vous avez vu un petit peu les écueils et les problèmes que l'on peut rencontrer lorsqu'on est dans ce type d'approche. Moi je vais vous dire effectivement ce qu'il y a de très compliqué et les échecs sur lesquels on tombe, mais qui sont des échecs féconds. D'où le titre, défi et risque épistémologique. Défi, c'est déjà un peu plus positif. Risque, on sent que ça commence à se gâter un peu. Peut-être qu'on peut commencer par dire ce que n'est pas... Alors, là aussi, ça n'engage que moi, mais je pense qu'on peut il peut y avoir un petit consensus pour dire que l'indiscipline, ce n'est pas l'interdisciplinarité, ça peut paraître évident, on va revenir sur les différences, mais l'interdisciplinarité, vous le savez, c'est quand on croise des disciplines, quand on crée des intersections entre pratiques disciplinaires. L'indiscipline, ce n'est pas non plus la transdisciplinarité, c'est-à-dire quand on transfère un concept, un outil conceptuel, d'une discipline à une autre. On ne fait pas de l'indiscipline quand on fait de la transdisciplinarité, on fait de la transdisciplinarité. L'indiscipline, ce n'est pas non plus la pluridisciplinarité, c'est-à-dire quand autour d'un même objet, on va convoquer plusieurs disciplines en même temps ou les unes après les autres pour comprendre cet objet, tantôt d'un point de vue, tantôt d'un autre. Ça, c'est la pluridisciplinarité. Ce n'est pas de l'indiscipline non plus. De la même façon, comme Denis l'a rappelé, attention, l'indiscipline, on essaye de ne pas être désordonné, ce n'est pas non plus un désordre méthodologique. En tout cas, c'est vrai qu'une grosse partie du travail consiste à mettre de l'ordre dans les méthodes qu'on emploie. Et ça n'est pas facile, même pour de très grands chercheurs, vous allez voir. Ce n'est pas non plus une pratique anarchique. Ce n'est pas parce qu'on se met à apprendre dans toutes les disciplines qu'on va devenir complètement indiscipliné parce qu'il y a une espèce de joyeux désordre dans notre pratique scientifique. Ce n'est pas non plus ce qu'on appelle un obstacle épistémologique. Ce n'est pas parce qu'on rencontre une difficulté épistémologique qu'on est forcément dans l'indiscipline non plus. Et bien évidemment, ce n'est pas une forme de narcissisme, même si on sent bien, et il était question d'égotisme dans les premières interventions. C'est le piège et oui, c'est l'écueil aussi à éviter, pas tomber dans une forme de narcissisme. Oups, je vais trop vite. Du coup, comme il faut quand même toujours dire d'où on parle, et je sais qu'évidemment, l'indiscipline, vous savez qu'un numéro Hermès est paru, il était annoncé, et vous en avez parlé, on trouve des définitions de l'indiscipline qui sont multiples. On ne va pas ici faire la recension de toutes ces définitions, mais du coup, moi, je vais dire d'où je parle, c'est-à-dire qu'avec l'Institut indisciplinaire en 2009, nous nous sommes inspirés des travaux de John William Thomas Mitchell,
alors il doit être prof émérite maintenant, mais il a enseigné longtemps à Chicago, à la fois la littérature et aussi un petit peu l'histoire de l'art, en tout cas apparentée. En tout cas, il a rapproché les formes littéraires et les formes artistiques. Donc, et ce qui nous a plu, nous, quand on a créé l'Institut indisciplinaire, parce que finalement, on le pratiquait déjà, plus ou moins, pas très bien d'ailleurs, mais en tout cas, on essayait de le faire. Et on s'est dit, là, il est en train de nous aider parce qu'il pointe ce qu'est vraiment l'indiscipline, selon nous, c'est-à-dire ce moment de conflit entre les disciplines qu'il ne faut pas fuir et dont il faut se servir pour renouveler l'analyse de l'objet que nous sommes en train de faire. Donc ça, Denis a commencé à vous l'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qu'il appelait faire jouer les disciplines entre elles, ça pourrait être de la pluri, de l'inter ou de la transdisciplinarité. L'indiscipline, c'est quand vraiment il y a un conflit, c'est-à-dire que brusquement, le fait de convoquer deux mêmes disciplines en même temps autour d'un même objet, ça pose problème. C'est-à-dire que je rencontre des difficultés d'ordre méthodologique, d'ordre pratique, d'ordre conceptuel. Brusquement, il y a conflictualité entre les disciplines que je croyais pouvoir utiliser pour analyser l'objet sur lequel je me penche. Donc c'est pour ça qu'il parle d'un phénomène de déstabilisation, d'une mise en crise du raisonnement. On pourrait parler d'aporie aussi, mais en tout cas d'un moment de rupture ou de cassure. Et donc là, je le cite dans son article « Interdisciplinarity and Visual Culture ». Si une discipline est un moyen d'assurer la continuité d'un ensemble de pratiques collectives, l'indiscipline est un moment de cassure ou de rupture lorsque la pratique est mise en question. Donc du coup, ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que Mitchell déjà convoque l'idée d'une pratique scientifique bien sûr, mais d'une pratique, et pas simplement d'un jeu théorique ou immatériel. Alors c'est vrai que parler d'Abi Warburg, toujours pour introduire ces questions-là, ça paraît important parce que, alors là c'est l'historienne de l'art du coup qui est allée chercher et puiser dans les théoriciens de l'art et les historiens de l'art qu'elle connaît bien. Abi Warburg, historien de l'art allemand, je ne vais pas m'étaler trop, c'est un historien de l'art qui, d'après nous, adoptait déjà une pratique indisciplinaire. Dans le sens où, bien sûr, il a fait une thèse relativement classique sur Botticelli, il a étudié la notion de mouvement, mais il a aussi fréquenté les anthropologues américains à partir de la fin du 19e siècle, également des ethnographes. Il est allé voir ce qui se passait, c'est pour ça que j'ai mis cette photo un petit peu délibérément, ce qui se passe en Arizona. Il a observé, par exemple, les Indiens Pueblos et notamment les Hopis. Il les a fréquentés, il a observé les artefacts produits là-bas et brusquement, il a écrit une phrase, évidemment en référence à Goethe, « Athènes, Aurébi, tous cousins ». C'est-à-dire qu'il a brusquement rencontré l'anthropologie et parce qu'il a rencontré l'anthropologie, brusquement, sa vision de la Renaissance un petit peu éthérée à la vénitienne ou à la florentine en a pris un sacré coup et finalement il s'est dit « mais ces fêtes vénitiennes, ces fêtes de la Renaissance, des grands seigneurs et des grands princes de cette Italie du 15e, 16e siècle, eh bien finalement, eux aussi étaient dans le symbolique. Et c'est en ce sens qu'il va se rapprocher fortement de Cassirer, puisque vous allez voir que c'est pour ça que Cassirer, dans son éloge funèbre, parle aussi de Warburg. Il va y avoir vraiment une relation étroite entre eux. Ce qui était pour nous autres un problème théorique devenait pour lui une expérience vécue qui l'émouvait en son fort intérieur et le secouait. Donc là, brusquement, et c'est ça que je trouve intéressant, on a avec Abi Warburg un scientifique qui a un parcours tout à fait classique, une formation à l'université de Bonn, mais alors pluridisciplinaire aussi du fait de la réforme humboldtienne de l'époque, mais cette pluridisciplinarité va devenir vraiment quelque chose de fortement indisciplinaire parce qu'il va vivre de manière violente le choc que constitue la confrontation de données culturelles totalement opposées. Il y a d'autres choses qui vont se passer dans sa vie aussi. Oups, je vais trop vite. Donc ce concept de Denkräume, c'est cette idée de créer, et vous voyez qu'on a déjà la notion d'espace, un Räum, Denken, penser, l'espace de pensée accueillant les conflits, les résurgences, les contradictions, les tensions entre disciplines. Il va concevoir, Warburg, l'activité intellectuelle comme un espace, donc ça, qui dit espace, dit déplacement, dit circulation, dit interaction,
dit possibilité d'expansion de cet espace-là. Et pour lui, la notion de Denkräume va déboucher aussi sur cette notion de Zwischenräum, donc zwischen entre, donc cet espace entre deux notions ou bien entre deux disciplines, ce qu'il va appeler l'écart vital. Donc ces espaces conceptuels vont faire écho à l'agencement de sa bibliothèque et avec sa volonté de spatialiser la connaissance. Donc je reparlerai de sa conférence du 21 avril 1923, mais Didier Huberman disait que en 1923, quand il va donner une conférence un peu particulière, je vais vous dire pourquoi, il va vraiment signifier qu'il met en œuvre une table d'orientation de sa pensée. Et vous voyez du coup qu'on a une idée de spatialisation des mécanismes du raisonnement. Ça, c'est très important. Sa bibliothèque, elle va représenter, là c'est lui qui parle lorsqu'il écrit à son frère Max en avril 1918, pardon, la bibliothèque représente une approche méthodologique totalement nouvelle de l'histoire intellectuelle. Et c'est pas que de la mégalomanie, hein. Certes il est un petit peu mégalomaniaque, mais c'est pas que de la mégalomanie, c'est vraiment quelqu'un qui a su analyser son propre comportement scientifique. Et Cassirer va donc rencontrer Warburg pendant une hospitalisation, puisque Warburg est hospitalisé après la guerre de 1918. Je répondrai à vos questions après, parce que ça peut être intéressant de dire pourquoi. Pendant cette hospitalisation à la clinique Bellevue de Kreuzlingen, Cassirer lui rend visite, parce il a visité la bibliothèque, mais sans Warburg. Il a vu juste les livres, il a vu l'organisation de cette bibliothèque très particulière, puisqu'il pratiquait ce qu'on appelait la méthode du bon voisinage. Il ne rangeait pas les livres en fonction de la discipline à laquelle ils appartenaient, mais il juxtaposait les ouvrages en fonction de la naissance des questionnements qui allaient pouvoir se faire. Donc on avait le bouquin d'astrologie à côté d'un bouquin sur l'histoire des religions, à côté du bouquin sur etc. etc. Et quand Cassirer visite cette bibliothèque, il dit « Je sentis et je compris d'un seul coup dans ces rayons de livres qui semblaient interminables, qui remplissaient jusqu'aux recoins les plus écartés l'ensemble de la vieille demeure. » Donc là il est dans la maison, pas encore dans la bibliothèque qui sera elle construite en 1925-1926, à côté, sur un terrain qui jouxte la maison de Warburg. Il y avait des bouquins juste dans la salle de bain. Enfin, il ne s'agissait pas d'une œuvre réalisée par la collection patiente d'un bibliophile, ou d'un travail assidu du savant de la fin du 19e, début 20e. Ce cortège ininterrompu de livres me semblait comme enveloppé par un souffle magique. Il y avait sur eux comme un charme envoûtant. Il dira même « Cette bibliothèque pose plus de problèmes qu'elle ne résout de questions ». Et en fait, elle est conçue pour ça. Elle est conçue pour problématiser. Et ça, c'est très fort. Donc c'est vraiment, et Didier Huberman le redit, un dispositif expérimental faisant du Denkräume warburgien, donc l'espace de pensée, quelque chose comme un laboratoire capable de s'inventer en permanence des appareils pour voir le temps à l'œuvre dans les paroles, les images et les gestes humains. J'ai mis des boîtes parce qu'il y avait des fiches de lecture dans ces boîtes. Il modifiait l'ordre de ces fiches de lecture en permanence. Donc il a tenu un journal, son Tagebuch, un journal au quotidien, et il modifiait l'ordre de ses fiches, de même qu'il lui arrivait de modifier aussi l'ordre des bouquins. Je vais essayer un peu plus vite. Il a fait la même chose du point de vue méthodologique avec l'atlas Mnémosyne. Il le pense pendant justement son hospitalisation. Cette fois-ci, ce n'est pas des livres qui sont juxtaposés pour faire naître du questionnement, ce sont des gravures, des dessins, des reproductions. Il installe des panneaux noirs et sur ces fonds noirs, il juxtapose des images et il fait le pari que de cette juxtaposition naît du conflit, naît une tension et que c'est ça qui va faire avancer son analyse. Et pour vous montrer que définitivement Warburg est sans doute quelqu'un de fortement indiscipliné, c'est que sa pratique indisciplinaire, c'est-à-dire cet amour du conflit, cet amour du problème, et non pas de la solution, le mène à lui-même se déplacer dans sa propre logique intellectuelle. Il a fait une thèse sur le mouvement, puisque c'est la notion de pathos formel qui l'obsédait quasiment, et notamment la résurgence, ce qu'il appelait le Nachleben, la résurgence, la survivance des motifs de l'Antiquité dans la Renaissance, et notamment l'expression du pathos. Donc sa thèse porte là-dessus, notamment sur l'œuvre de Botticelli, enfin 2 œuvres de Botticelli. Et il est passé de l'étude du mouvement d'un point de vue stylistique, d'un point de vue, j'allais dire, archétypal, même si ce n'est pas le terme vraiment approprié, en tout cas cette espèce de motif qui traverserait finalement le temps, à finalement une vision théorique qui suppose le mouvement permanent. C'est-à-dire que
Vous voyez, le problème le plus complexe des beaux-arts, saisir dans une image le mouvement de la vie. Ça, c'est le Warburg de la thèse, c'est-à-dire la toute fin du 19e, les années 1893-95. Et 1923, il est encore hospitalisé, enfin, il est encore à la clinique. Il vient de rencontrer Cassirer qui lui a rendu visite là-bas. Il dit « Après la conversation avec Cassirer, j'ai en dépit de tout le courage d'amplifier encore ce thème et de parler d'une théorie générale du mouvement humain comme fondement d'une science générale de la culture. » C'est-à-dire qu'il élève et il déplace la notion de mouvement de l'analyse stylistique formelle du mouvement dans l'art, on va dire pour faire simple, à une théorie du mouvement. Il faut que j'aille un peu plus vite. Ouais. Donc les défis et risques de l'indisciplinarité, quand on rentre un petit peu dans la difficulté, moi je me suis sentie contrainte, extrêmement contrainte par justement les règles dont parlait Denis tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité de maîtriser un minimum, on va dire les rudiments des disciplines que je voulais convoquer, parce que je sentais que l'objet que j'analysais nécessitait que je fasse appel à cette discipline. Et je ne souhaitais pas, pour pouvoir être une indisciplinée rigoureuse, saupoudrer un concept, une citation bien placée. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de le faire, mais quand on est indiscipliné, on aime aussi la difficulté et du coup, on va chercher à mieux comprendre les disciplines qu'on utilise. On ne va pas devenir un spécialiste de cette discipline, c'est évident. Mais par contre, on va s'y intéresser le plus possible. Cette notion de contrainte épistémologique, moi je l'ai vraiment, pour le coup, vraiment ressentie, c'est-à-dire je me suis sentie bloquée, contrainte, obligée d'utiliser certaines disciplines. Et cette contrainte épistémologique, elle est venue pour moi, en tant que praticienne aussi, de la contrainte de l'objet. C'est-à-dire que l'objet aussi m'impose des contraintes. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec cet objet et surtout je ne peux pas l'analyser n'importe comment et avec n'importe quelle discipline. Donc, tout cet ensemble de contraintes, donc là c'est une petite référence, je crois que c'est dans le manuel que... Si la réponse la mieux adaptée à cette contrainte semble être l'indiscipline, la contrainte de l'objet, elle ne signifie en rien désordre, bien au contraire, et une histoire de l'art indisciplinée ne peut admettre une diversité méthodologique qu'à condition que les disciplines employées soient adoptées avec justesse, mesure et leur cohérence épistémique respectée. De cette rencontre, parfois voire souvent conflictuelle, naît l'indisciplinarité. Là, je pensais du coup à Cassirer, qui redit les choses, alors c'est évidemment encore mieux, même s'il le prend d'un autre point de vue, mais le matériel soumis à l'élaboration intellectuelle ne présente jamais le caractère achevé. Et vous voyez bien qu'on a l'idée du mouvement qui est derrière, d'une somme complète de faits, c'est dans la progression même au cours de laquelle il se précise qu'il trouve sa structure et qu'il invente des formes toujours nouvelles. On a affaire à un donné variable et non pas constant, qui trouvera son concept et sa légitimité dans sa variabilité même. C'est très fort cette idée de variabilité, c'est très dangereux aussi et ça fait très peur parce qu'on aime, nous, c'est normal, figer les choses à un moment donné. Et bien évidemment, et il le faut d'ailleurs, arrêter une analyse, en finir avec les outils qu'on va convoquer. On ne peut pas non plus en permanence imaginer encore d'autres disciplines. Il faut évidemment clore l'activité et l'analyse, mais ce que dit Cassirer n'est pas faux. Donc on va dire les quelques principes que nous, à l'Institut indisciplinaire, nous nous sommes forgés, c'est que donc il faut un minimum connaître l'histoire de la discipline convoquée. L'histoire, alors pas toute l'histoire de la discipline, mais en tout cas les étapes fondamentales de cette discipline pour ne pas se perdre aussi. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, un même terme à l'intérieur même parfois d'une même discipline, alors c'est vrai entre disciplines, mais à l'intérieur d'une même discipline, un même terme peut signifier des choses très différentes, comme le terme figuratif par exemple. Entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle, on n'entend pas la même chose par figuratif ou non figuratif. De même pour l'abstraction, le terme abstraction, voilà, c'est aussi un terme qu'on utilise pour désigner des choses différentes en fonction du temps. Donc en histoire de l'art, c'est vrai. Il faut aussi vérifier les compatibilités conceptuelles, histoire de ne pas tomber dans la contradiction, parce que c'est aussi le piège. C'est que si on va à la pêche au concept en se disant ce sont des outils, il faut vérifier l'opérabilité de ces outils et vérifier qu'il est pertinent de les utiliser. Parfois, on s'aperçoit, ça m'est déjà arrivé, qu'effectivement, je pensais que ce concept allait pouvoir m'être utile, je le teste et je me dis que c'est très artificiel et que ça ne m'apprend rien de plus sur l'objet que j'analyse. Donc je laisse tomber ce concept. Respecter les règles méthodologiques des disciplines qu'on utilise, observer aussi et analyser les conflictualités qu'on commence à voir surgir.
parce que c'est là que ça commence à devenir intéressant. Et puis surtout, et ça c'est très difficile, il faut apprendre à abandonner, en tout cas provisoirement, certains principes de la discipline d'ancrage. Et là, j'utilise l'exemple de Daniel Arras, qui nous a quittés en 2003, mais qui était un grand historien de l'art, qui s'est mis à faire de la sémiotique après, et il devenait plutôt plus sémioticien qu'historien de l'art avec le temps. Et le petit ouvrage en ivoirien description est extraordinaire, très simple, c'est un tout petit livre, et c'est écrit très simplement, c'est vraiment pas... On a l'impression qu'il n'a pas écrit pour des scientifiques, mais les scientifiques en prennent plein la figure dans cet ouvrage. Parce qu'à un moment donné, il fait une analyse très rapide dans ce petit bouquin d'une peinture de la Renaissance, et il propose non pas une interprétation, mais vraiment une analyse un peu mécanique de la construction de cette œuvre. Et à un moment, il parle au lecteur et il dit « Je n'ai ni texte, ni document d'archives pour prouver en gros ce que je suis en train de vous dire. Donc, historiquement, ce n'est pas sérieux. » Et c'est vrai que ses collègues de l'EHESS, historiens de l'art, bon, n'ont pas bondi parce que c'était Daniel Arras, et que du coup, Daniel Arras, on ne bondissait pas. Mais voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, par rapport à l'historien, le sémioticien, parce qu'on retrouve le conflit historicité-anhistoricité, comme le disait Denis, et donc l'historien, il est en conflit avec le sémioticien qui se met à faire fi de l'histoire. Voilà. Sauf que on n'a pas besoin de l'histoire. À certains moments de l'analyse, on n'en a pas besoin. À d'autres, oui, mais à certains moments, il y a des temps dans l'analyse qui sont différents. Enfin, il me semble, c'est comme ça que je travaille moi en tout cas, et il y a des temps où il faut convoquer l'archéologie et l'histoire, il y a des temps où il faut les laisser là où ils sont, c'est-à-dire pour ce qu'ils nous apportent. À un moment donné, ils ne nous apportent plus rien. Donc, voilà. Et toujours essayer de se poser des questions et de conclure d'un point de vue plutôt épistémologique, quand on veut vraiment faire de l'indiscipline. Ah, par contre, j'arrive plus à avancer. Denis, tu peux... Ou alors c'est parce que j'appuie sur un Non, bout. c'est pas celui-là. C'est celui sur le côté. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Et là, tu avances comment? Normalement, comme ça, oui. Alors il s'est mis en veille peut-être. Non, il y a une perturbation. Il y a un conflit. Ah voilà. Alors, le cas du puits de Moïse, je ne vais pas en parler trop longtemps parce que pour moi le puits de Moïse en plus c'est un petit peu derrière moi, mais je tenais quand même à en parler parce que pour moi il cristallise une pratique indisciplinée que je trouve avec le recul finalement, mais avec le recul seulement que je trouve intéressante, à partager en tout cas. Donc avec ce puits de Moïse, je suis tombée sur un objet dont on avait déjà tout dit, c'est-à-dire on avait des ouvrages complets là-dessus, il y a toutes les archives qu'on veut, ça se trouve à Dijon, la Chartreuse de Champmol, c'est Philippe Le Hardy qui est le commanditaire, donc on a toutes les archives sur Dijon, on sait exactement combien a coûté la peinture pour réaliser Daniel, donc ce sont des prophètes qui sont représentés là. La réalisation c'est fin XIVe siècle, c'est la période faste de Philippe Le Hardy qui veut vraiment s'imposer et donc il réunit des Chartreux, une petite congrégation de Chartreux et il fait édifier ce puits de Moïse, qui est un objet symbolique pour manifester classiquement son pouvoir et sa puissance, puisqu'il fait venir Klaus Luther, qui est un grand sculpteur de l'époque, bourguignon, et qui arrive des actuels Pays-Bas, puisque la Bourgogne, à ce moment-là, c'est aussi les Pays-Bas, donc il arrive du nord, on va dire, de la Bourgogne, de la Principauté de Bourgogne, du duché de Bourgogne, pardon. Et du coup, il fait venir vraiment le plus grand artiste de son temps. Donc on a tout dit sur cet objet, c'est-à-dire que, et on sait tout, factuellement, on sait tout. Du coup, chez les historiens de l'art, un doctorant qui voudrait, enfin peut-être que je m'avance un peu trop, mais si, je pense que c'est vrai, un doctorant qui voudrait faire sa thèse sur le puits de Moïse, on lui dirait, oui, mais bon, pour dire quoi, ou alors pour relire les archives, peut-être à la lumière de nouvelles connaissances sur les enjeux politiques de la région à ce moment-là, parce qu'en histoire de l'art en France, on aime beaucoup mêler l'histoire de l'art et la politique. Voilà. L'expression du pouvoir des princes, etc. Bon.
Du coup, moi, comme je travaillais sur les questions de perception et sur les théories de l'énonciation et comment justement il y a une mise en discours qui se fait par la statuaire notamment, j'ai décidé de travailler un peu autrement. Donc j'ai commencé par me demander quelles étaient les contraintes de cet objet. Cet objet est très contraignant. Alors en plus, il est encore plus contraignant que tout autre objet puisqu'il faut voir et se déplacer en même temps autour d'un objet visuel sculpté de grande dimension, avec donc des contraintes spatiales, puisque vous le voyez, il y a un édicule, on voit un petit peu la personne là qui est en train de visiter, et vous voyez que les baies vitrées sont pas très loin derrière elle, ce qui signifie qu'elle a un tout petit espace, une toute petite passerelle pour faire le tour de ce puits, parce que c'est un puits hein, avec cet édicule au-dessus. Donc il y a des contraintes spatiales. Au niveau psychomoteur, c'est vraiment pas évident de se déplacer. Il faut en plus, on est en contre-plongée, donc on est en permanence en train de lever la tête. Il y avait aussi quelques pratiques liturgiques, il y avait quand même quelques pèlerinages qui se déroulaient ici, donc je peux supposer qu'à l'époque, dans le contexte de production de cette œuvre, il y avait des contraintes aussi liturgiques, qui ont plus cours aujourd'hui, historiques, artistiques. Donc il y a une espèce de résistance de l'objet avec toutes ces contraintes déjà spatiales qui me sont imposées. Ce qui fait que du point de vue de la perception, j'avais même des étudiants et des doctorants qui me disaient mais finalement c'est pas possible, le sol n'était sans doute pas aussi bas, non, heureusement les archives disent pour nous que si le sol il était déjà aussi bas, il était déjà comme ça, mais non c'est pas possible. Vous aimeriez peut-être les voir à hauteur, mais ce n'est pas possible. En fait, quand on se penche sur le théâtre médiéval, on sait que le théâtre médiéval fonctionnait de cette manière-là, c'est-à-dire des acteurs en hauteur et des spectateurs à peu près au niveau des pieds des acteurs. Et donc les spectateurs se déplaçaient, les acteurs ne se déplaçaient pas, les spectateurs se déplaçaient de tréteau en tréteau, si vous voulez. Et du coup, il fallait qu'effectivement ils lèvent la tête en permanence. Donc on a bien les conditions exactes, il y a bien une référence quand même indirecte, plus ou moins en tout cas, au théâtre médiéval. Donc la question qui se pose avec cet objet-là, c'est quels outils je vais pouvoir utiliser pour rendre compte de la complexité de cet objet en termes justement d'organisation spatiale, en termes de discursivité, en termes de dénonciation. Et comment je peux prendre en compte le plus de paramètres possible pour une compréhension, une analyse pertinente de cet objet dans ses usages. Et donc c'est là qu'on rejoint aussi cette idée que l'objet d'art, certes, il est un objet soumis à l'analyse scientifique, mais il ne peut pas être désolidarisé de son contexte et de sa situation. Donc cet objet, on n'est plus au XIVe siècle, on n'est plus au début du XVe siècle, mais il existe, il est dans un CHS, donc, puisque la Chartreuse de Champmol est devenue un centre hospitalier spécialisé. Et donc il faut essayer de se demander comment, alors aujourd'hui, mais en imaginant du coup peut-être un tout petit peu ce que ça pouvait être, parce qu'on perçoit certes différemment, mais il y a des logiques spatiales qui continuent d'être les mêmes. Donc essayer de voir un petit peu comment ça se passe quand un spectateur entre en contact, en relation avec cette œuvre-là, comment il l'appréhende, comment il l'aperçoit, comment ça se passe techniquement, visuellement, etc. Du coup, de quoi j'avais besoin pour comprendre comment on perçoit? J'avais besoin d'une technique qui s'appelle l'oculométrie, qui consiste à porter des lunettes. Ces lunettes, dont vous avez un exemple là-haut, elles ont deux petites caméras. Une caméra qui permet d'enregistrer le champ visuel qui est embrassé par le regard de celui qui porte ces lunettes, et une autre caméra infrarouge qui relève ce qu'on appelle le tracé cornéen, c'est-à-dire qui va vraiment prélever exactement ce sur quoi le regard se pose précisément. Donc ça donne, je ne vais pas rentrer dans les détails du tout, en plus il y a des articles qui vont paraître là-dessus, donc il y a moyen de trouver quelque part voilà, ce travail-là. En tout cas, l'oculométrie m'est apparue, moi, au stade où j'en étais, comme un outil. Alors, ce n'est pas une discipline, l'oculométrie, c'est une technique. C'est différent, on va en parler. Mais je me suis dit, pour comprendre comment on perçoit, il faut que j'arrive à filmer ce qu'on perçoit et dans quel ordre on regarde les différentes parties de l'objet. Est-ce que chacun a un parcours visuel différent? Est-ce qu'on va retrouver les mêmes parcours visuels avec 10 personnes différentes? Le regard se posera systématiquement sur les mêmes endroits ou sur le... Voilà. Et ça, il fallait que je comprenne. Donc l'oculométrie était l'outil qui allait me permettre de le comprendre. Donc l'oculométrie, pour faire simple, elle est capable de restituer le tracé des parcours visuels qui sous-tendent autant de parcours discursifs. Donc il ne s'agit pas d'une discipline, mais d'une des techniques permettant une analyse objective des comportements. Alors j'ai fait exprès d'utiliser l'adjectif objectif parce qu'on utilise beaucoup l'oculométrie
pour le marketing, par exemple. C'est-à-dire que quand une société veut comprendre les motivations de l'achat d'une bouteille de vin, elle va utiliser des techniciens et des laboratoires en oculométrie pour savoir ce qu'un consommateur regarde d'abord sur une vignette. La vignette qui est sur le vin, les petites étiquettes. Est-ce que le consommateur regarde d'abord le dessin? Est-ce qu'il regarde l'année? Est-ce qu'il regarde... Donc, on utilise l'oculométrie plutôt pour comprendre la mécanique visuelle et la motivation qui est derrière. Donc le marketing l'utilise. On l'utilise aussi en psychocognitive et puis en modélisation domotique. Elle permet en tout cas d'enregistrer les parcours visuels, d'en repérer les singularités, mais aussi tout ce qui ne varie pas. Hein. Et elle intègre les paramètres qui sont les conditions réelles de l'énonciation. Et notamment l'environnement, parce qu'elle mesure l'impact de la motivation du sujet sur la sélection visuelle. Elle montre aussi les caractéristiques comportementales des relations entre un observateur et un objet. D'accord ? Mais vous allez voir qu'elle met aussi en évidence tout ce qui ne relève pas du visuel, étrangement. Donc l'oculométrie, je précise, n'est pas une discipline, elle est une pratique scientifique, mais on retrouve dans cette pratique des éléments qui ressemblent aux techniques et aux pratiques scientifiques, puisqu'il faut respecter une méthodologie, des procédures de raisonnement, des protocoles, le recours à des outils qui sont propres à l'oculométrie, et ensuite il faut analyser les résultats, alors avec des logiciels, etc. Et il faut décrire des conclusions, en tirer les conséquences matérielles, éthiques et aussi scientifiques. Ça recommence. Ça y est. Donc finalement, pour conclure, parce que je ne peux pas rentrer dans le détail, hein, le puits de Moïse, j'aurais pu faire 2 heures là-dessus. Donc, quand j'ai fait se rencontrer l'histoire de l'art et l'oculométrie, le fait de pratiquer l'oculométrie, ça a modifié l'analyse historique de l'objet à laquelle j'aurais dû me soumettre initialement. C'est-à-dire, ça a conduit à une modification des critères d'énonciation. Ça a eu un impact, j'ai mesuré moi l'impact de l'environnement sur la perception, sur la motivation du sujet. J'ai mesuré aussi la place de la parole et du commentaire autour de l'œuvre. Donc autant de choses qui, quand on pratique l'histoire de l'art, restent bien à l'arrière-plan, même quand en histoire de l'art, un historien de l'art parle de l'oralité et qu'il dit, pour faire simple, autour de cette œuvre, il ne faut pas oublier l'oralité, point. Moi, j'ai vécu ce que c'est que la parole autour de l'objet et du coup, j'ai essayé de la prélever, de l'enregistrer, de l'analyser, etc. Donc là, ma pratique de l'histoire de l'art, ou en tout cas ce qu'on m'avait appris de l'histoire de l'art, a été quand même pas mal bousculée et contrée par la convocation de l'oculométrie. Du coup, il y a une mise en question du dialogue idéal, parce que l'oculométrie vous apprend que surtout au puits de Moïse, où on est en extérieur, où il faut bouger en même temps que l'on voit. On n'est pas dans un labo, assis à une table, sans bouger, sans perturbation. C'est tout sauf ça. Il n'y a pas finalement l'analyse qu'on peut faire d'un objet, même une analyse visuelle, elle est forcément idéale. La réalité, ce n'est pas ça. On perçoit avec des conditions, avec un climat, avec des voisins, avec du verbal, avec du non-verbal. Il y a tout un tas de paramètres qui entrent en compte et du coup, on est très loin de l'analyse de l'historien de l'art avec sa superbe reproduction numérique ou même son œuvre face à lui. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus concret. Donc, l'oculométrie, pour moi, a bousculé la notion de dialogue idéal entre une œuvre et un sujet. Et du coup, j'ai pu essayer d'évaluer ce qui influe réellement sur le déroulement même de la perception. Donc on retrouve la tension historique anhistorique. L'histoire de l'art et la sémiotique, avec la convocation des outils autour de la théorie de l'énonciation, m'a obligée à prendre en compte la dimension dynamique de l'objet dictée par ses usages et ses fonctions. L'œuvre d'art prise dans la spécificité historico-politique qu'il a déterminée résiste à toute tentative de systématicité. C'est-à-dire que quand vous faites une étude en histoire de l'art, on vous apprend que ce qui compte, et c'est vrai, bien sûr, c'est le contexte de production, c'est la motivation du commanditaire, c'est la situation économique à l'époque, c'est les rapports de pouvoir entre les protagonistes. On est dans un microcosme historico-politique
La sémiotique, elle vient et elle dit, bien sûr, il faut prendre en compte la temporalité de l'œuvre et son inscription dans une histoire, mais elle tend aussi vers une espèce de systématisation, de généralisation, ce qui est normal et ce qui est très utile, justement. Mais du coup, il y a une tension entre unicité de l'œuvre, ce qu'une œuvre a de singulier, et la notion de dispositif qui serait régie par des règles et un processus de signification. La notion de processus de signification est propre à la sémiotique. Et pour un historien de l'art, processus de signification, c'est une langue étrangère. Le fait de faire ce télescopé histoire de l'art et sémiotique, ça crée une tension. Et là, on est vraiment dans l'indiscipline, du coup. Et puis, l'oculométrie et la sémiotique, l'analyse sémiotique, elle est bien embêtée quand elle a affaire à l'oculométrie, surtout quand les relevés ne donnent rien. Je vais vous dire pourquoi les relevés ne donnent rien. Voilà, et puis, juste pour finir, l'analyse sémiotique, très vite, mesure les limites de l'oculométrie, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a un apport de données, mais ça ne suffit pas, et il faut évidemment intégrer d'autres champs de la perception et de la cognition, sans quoi elle prend le risque de systématiser des résultats de façon très mécanique. Et donc là, on a une tension entre variables et modèles systémiques. Il y a donc indiscipline dès lors qu'à l'occasion des interactions entre champs disciplinaires ou avec quelque autre pratique ou objet, et là j'insiste, parce que du coup, c'est ce que je pense, ça n'engage que moi pour le coup, mais je pense que l'indisciplinarité, elle n'est pas liée que aux interactions entre disciplines scientifiques. Il y a de l'indiscipline aussi quand on fait intervenir dans le jeu un objet, une technique qui vient perturber le modèle scientifique qu'on est en train d'utiliser. Donc se produit un effet perturbateur sur les certitudes que l'on a dans l'une ou l'autre des disciplines impliquées et que l'on vient déranger. Il y a l'idée de déranger. En cela, il faut admettre l'impact de l'expérience du chercheur qui, de manière non narcissique, confronte ses travaux aux objets dont l'introduction dans leur champ modifie alors son point de vue. Puisqu'on est bien dans l'idée du point de vue du chercheur, parce que c'est nous qui cherchons. C'est pas un cerveau sans émotion, sans sentiment, sans histoire. Quand on cherche, on est un chercheur qui a une vie, qui a un parcours lui aussi. Donc la notion de contrainte épistémologique, elle peut rendre compte de l'impact auquel conduit la prise en compte des caractéristiques de l'objet, de la convocation des outils nécessaires à son analyse et des interactions disciplinaires qui en découlent. Je vais conclure. Ouais, ça va aller. J'ai bientôt fini. Juste reviens en arrière. L'indiscipline en mouvement. Alors, c'est pas du Warburg, mais j'ai eu l'impression qu'entre Ocular en 2012, ce que je vous ai présenté, et la deuxième tranche, le deuxième chantier en 2014, puisqu'il y a eu 2 expériences Ocular. Il y a eu des étudiants, des doctorants en 2012, c'est ce que vous avez vu sur la photo. J'ai recommencé 2 ans plus tard, et vous allez comprendre pourquoi. Donc en fait, au départ, Ocular 2012, des étudiants, je convoque sémiotique et histoire de l'art et j'intègre les techniques oculométriques avec toutes les difficultés et les tensions disciplinaires que je vous ai montrées. Il se trouve qu'en même temps, tant pis, je ne suis vraiment pas narcissique, je vous assure, mais je suis obligée de le faire pour que vous compreniez l'impact que ça a dans la vie du chercheur. Au même moment, à peu près, quelques mois après, je prends un poste d'enseignante auprès d'enfants autistes présentant des troubles du langage, des troubles autistiques assez sévères, parce que certains avaient même des troubles du comportement. Troubles du langage, troubles cognitifs. En bonne chercheuse, évidemment, ces enfants, au-delà de la relation humaine de grande qualité que j'ai pu établir avec eux, deviennent pour moi aussi des objets. C'est des objets dans le sens où je les observe. Donc, et là, c'est la chercheuse qui prend un peu le pas. C'est-à-dire que j'enseigne, je fais de la pâtisserie avec eux, je fais des sorties scolaires, je me régale. Mais il y a toujours des moments où la chercheuse est là et où elle prend du recul et brusquement, les outils reprennent le dessus. Le soir, en rentrant, on prend des notes. Tiens, un tel fonctionne comme ça, dit ça, fait ça en même temps qu'il dit ça. Quand il se passe ça, il réagit comme ça. Je ne suis pas psychologue, bien évidemment. Mais disons que en tant que chercheuse, je crois que je peux observer une situation. Voilà. Donc, je me mets à observer les effets d'une perception conditionnée par ces troubles. C'est-à-dire que je me rends compte qu'effectivement, ces enfants qui présentent des troubles cognitifs, des troubles du langage, il y a évidemment une interprétation du réel qui dysfonctionne. Et j'essaie d'observer leur stratégie d'interprétation modifiée. Ils n'ont pas du tout les mêmes stratégies que moi. Moi, je me suis développée, on va dire, comme nous tous ici, à peu près, je pense. Et du coup, évidemment,
l'enfant que j'observe, avec les dysfonctionnements qu'il a, je me rends vite compte qu'il met au point des stratégies et qu'il interprète autrement ce réel. Mais évidemment pas comme A et B, parce qu'on est bien d'accord qu'on peut interpréter de façon différente le réel, en fonction de plein de paramètres. Mais là, c'est pas une différence, c'est un gouffre. Parce qu'un autiste en pleine crise, s'il fait une crise, c'est qu'il a une perception du réel qui l'entoure qui est violente. Pourquoi elle est violente alors que le réel pour moi n'est pas violent? C'est tout le problème. Du coup, je me mets à observer le désordre chez ces enfants et les dysfonctionnements cognitifs dans des petites situations d'apprentissage toutes simples, conduisant à des procédures de fabrication du sens singulière. C'est-à-dire, je me dis, c'est pas qu'ils ne fabriquent pas de la signification ou du sens, c'est qu'ils le fabriquent autrement. Et évidemment, ça ne ressemble pas du tout au modèle que moi j'utilise, évidemment. Je m'aperçois aussi qu'ils ont une gestion synesthésique du réel modifiée, c'est-à-dire une gestion de toutes les stimulations, les stimuli sensoriels, qui est très différente, avec une difficulté justement à les hiérarchiser, à les organiser. Et du coup, je m'aperçois aussi que malgré tout, les dysfonctionnements que présentent ces enfants n'empêchent pas la création de nouvelles modalités énonciatives avec une mobilité de leur architecture cognitive, parce qu'ils ont une architecture cognitive bien entendu, sauf qu'elle n'est pas éduquée comme la nôtre. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Et Ocular 2014 découle de cette expérience en IME, donc qui a duré finalement 5 ans, parce qu'après j'ai pris d'autres fonctions, et je me dis, Ocular 2012, bon, j'avais des relevés, plutôt plus ou moins tous les mêmes, plus ou moins. Je pourrais vous dire lesquels, mais en tout cas, bon, je me dis, le Puy de Moïse se trouve dans un CHS. Dans un CHS, il y a des patients, il y a des malades. Et donc, je ne vais plus prendre des doctorants, je vais prendre des patients du CHS. Et je vais refaire Ocular 2012, mais cette fois-ci avec des patients. Et là, c'est la cata. C'est la catastrophe parce que Ocular 2014 est un échec. Aucun relevé au niveau de la caméra infrarouge et des tracés cornéens. Pourquoi? Parce que la plupart des patients ont des troubles de la vue, parce qu'ils prennent des traitements qui modifient leur perception visuelle et leur agilité oculaire, et que la technicienne, bien évidemment, j'avais Brigitte Meillon, à qui j'ai dédié d'ailleurs l'article que j'ai fait là-dessus, ingénieure de recherche, qui a géré toute la technique et toute la logistique. Moi, elle m'a appris à appuyer un peu sur des boutons, mais c'est elle qui a tout fait. Et Brigitte, de tester, de dire « mais ces lunettes, c'est pas possible ». Et elle aussi, alors elle n'est pas là pour le dire, mais Brigitte Meillon, en tant qu'ingénieure de recherche au laboratoire informatique de Grenoble, m'a dit « mais je me rends compte que l'utilisation des oculomètres, même les plus perfectionnés, suppose des conditions idéales d'utilisation. Et là, elle me dit, le terrain que tu me proposes fiche en l'air complètement mes tracés. Et les tracés n'étaient pas exploitables. Mais nous avions un petit magnétophone. Et comme dans le protocole, même de 2012, il y avait un questionnaire, etc., on a développé autour du questionnaire des entretiens. Et cette fois-ci, on était dans les échanges oraux, les dialogues. Donc, à partir du questionnaire, on a enregistré les réponses des différentes personnes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui s'est passé sur Ocular 2014, vous voyez bien que ça découle d'une expérience de vie qui fait que j'introduis à un moment donné d'autres aspects. Donc, je vais essayer de vous montrer. Alors, analyse perceptuelle idéale inexistante, c'est-à-dire qu'avec les patients du CHS, on se dit bon, là, ils sont dans une perception, puis alors au niveau de l'oralité, du dialogue, ils vont convoquer des choses, voilà. Donc, du coup, ça éclaire d'une certaine manière, et pour moi, ça dénote une artificialité des analyses visuelles qui n'intègre pas forcément les réalités multiples des constructions discursives à l'œuvre, et du coup, une mise en crise même de la pratique de l'oculométrie, puisque Brigitte Meillon m'a dit « je ne veux plus utiliser ces oculomètres, il faut que je trouve une autre solution, parce que, voilà, rupture avec une représentation théorique de la perception et de sa place dans l'énonciation. » J'ai fini, donc, un petit schéma. On reprend juste les standards de ce qui fait conflit dans la convocation de plusieurs disciplines. La dernière entrée, c'est psychopédagogie. Ça fait un peu pompeux, mais c'est quand même un peu ça, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai surtout enseigné et j'ai été obligée d'introduire dans une pratique pédagogique avec ces enfants-là, ce que je n'aurais jamais fait avec des étudiants, puisque j'ai enseigné aussi à la fac, et des lycéens, j'ai enseigné aussi en lycée, c'est-à-dire
quelques notions de prise en compte des aspects psychiques de l'individu. On est quand même obligé, quand on travaille avec des enfants autistes, par des formations, des choses comme ça. Et là, analyse des limites de l'oculométrie, mise en question de l'idéalité du contexte, interrogation au sujet de la synesthésie et sur la place véritable des autres canaux sensoriels et de la cognition. Donc moi, je dirais pour conclure qu'il me semble qu'on peut que moi, personnellement, je dégagerais au moins 2 logiques indisciplinaires, mais il y en a sûrement plein d'autres, hein. Mais mon expérience, c'est qu'entre Ocular 1 et Ocular 2, il y aurait 2 logiques. La première correspond à ce qu'induisent les contraintes épistémologiques, hein. Donc c'est l'objet qui dicte les disciplines nécessaires ou utiles à sa compréhension. De là naissent les interactions disciplinaires qui peuvent être source d'indiscipline, mais seulement si on le décide, bien sûr. La seconde, Ocular 2014, fait intervenir une sérendipité provoquée par le fait qu'une pratique ou un champ disciplinaire avec lequel le chercheur entre en contact déclenche la formation d'une hypothèse. Vous avez quelqu'un qui va intervenir, c'est peut-être Myriam Suchet, sur la sérendipité, avec Laurent Lotti. On pourra en reparler, mais la sérendipité, c'est l'occasion qui fait le larron. C'est-à-dire, c'est à un moment donné, il y a une situation qui semble opportune et se présentent des outils. Et on fait le pari que peut-être ces outils vont permettre la création d'une hypothèse et éclairer d'un autre point de vue l'analyse de l'objet qu'on est en train de faire. Et là, c'est pour moi la logique, le second type de logique, une seconde forme d'indisciplinarité. Donc, une pratique avec laquelle le formateur entre en contact déclenche la formation d'une hypothèse. Cette pratique disciplinaire pourrait introduire un nouveau point de vue et améliorer la compréhension de l'objet. Donc, de nouveau, nous avons affaire à une pratique indisciplinaire à l'occasion de nouvelles interactions, mais pas du tout les causes sont bien évidemment différentes. J'allais dire là c'est endogène, là c'est exogène, pour faire simple. Donc il s'agit pour moi de 2 mouvements, on revient sur le mouvement, 2 mouvements différents. Le premier proviendrait d'une observation de l'objet et de décisions méthodologiques qui permettront d'en comprendre le fonctionnement. La seconde est provoquée par un phénomène de sérendipité et donc de créativité aussi, peut-être encore plus importante, qui fait d'une situation d'une pratique un moment de découverte où l'on imagine qu'elle pourra servir la compréhension de l'objet. Voilà, j'ai fait des petits dessins. Je vais m'arrêter parce que sinon on ne va pas avoir le temps de discuter. Voilà, merci, j'étais un peu longue, je suis désolée.